Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures en algèbre linéaire avec aujourd'hui le premier volet, il y en aura deux en tout, d'un cours consacré à ce que l'on appelle la matrice d'une application linéaire. C'est le titre que j'ai mis ici au tableau. Dans le titre, vous avez vu qu'il y a un S parce que en fait, ce que l'on va voir, c'est qu'à une application linéaire, on peut associer une et même plusieurs matrices de la manière suivante. Alors, j'ai noté ici la définition au tableau pour qu'on puisse gagner un peu de temps, parce qu'il y a tout un tas d'ingrédients à l'intérieur, comme vous allez le constater. Donc le contexte est le suivant, on considère deux espaces vectoriels, E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie. La dimension de E, on l'appelle P, la dimension de F, on l'appelle N. On considère aussi une application linéaire F qui va de grand E dans grand F, et on choisit une base de E. Comme E est dimension P, on choisit une base qui est cardinale P, V1 jusqu'à Vp. On choisit une base de F, W1 jusqu'à Wn, cette base on l'appelle B', et avec tous ces ingrédients-là, ce que l'on appelle la matrice de F dans les bases B et B', alors c'est une matrice qui est notée comme ceci, M, F entre parenthèses, B et B' en indice pour préciser les bases que l'on a choisies, et c'est une matrice qui, premièrement, va habiter dans MNP de K, c'est-à-dire c'est une matrice qui va avoir N lignes et P colonnes, N comme la dimension de l'espace d'arrivée, P comme la dimension de l'espace de départ, et dont les coefficients A et J vont être caractérisés de la manière suivante. Quelle que soit la colonne que vous choisissiez, donc quel que soit le J que vous preniez compris entre A et P, l'image du vecteur VJ, donc du vecteur VJ dans la base de E, par F, a des coordonnées dans la base B', et ces coordonnées, ce sont les A et J. F de VJ, c'est la somme pour I allant de 1 à n des AIJ fois WI. Voilà pour une définition qui est une définition extrêmement propre, extrêmement formelle de la matrice d'une application linéaire F dans les bases B et B'. Et ayant introduit cette définition, on peut faire à peu près le même commentaire qu'après la définition de matrice de passage, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien du tout. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, encore une fois, c'est l'aspect pratique de cette définition, c'est-à-dire, étant donné donc tous les ingrédients que l'on a ici dans la définition, comment fait-on pour construire la matrice qui est indiquée au tableau? Eh bien, en fait, la matrice de F dans les bases B et B', on l'obtient en écrivant en colonne les coordonnées des images par F, des vecteurs de B, les coordonnées dans la base B'. C'est-à-dire que, pour être plus explicite encore, donc pour écrire la matrice de F dans les bases B et B', on va écrire une matrice dans laquelle on va écrire en colonne les coordonnées du vecteur f de V1. Pourquoi V1? C'est le premier vecteur dans la base de E. Et on va écrire ces coordonnées. F de V1, c'est un vecteur qui lui appartient à F, donc il va avoir des coordonnées dans la base B', c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'exprimer en fonction de W1, W2, et ainsi de suite jusqu'à Wn. Et ça va nous donner la première colonne. La deuxième colonne va être f de V2. Les coordonnées de f de V2, là aussi dans la base W1, Wn, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. La dernière, c'est l'image du vecteur Vp par l'application f. Et ce vecteur, donc lui aussi, a des coordonnées dans la base B', et ces coordonnées, on les range dans la dernière colonne. Voilà comment on fait pour construire la matrice associée à une application linéaire, une fois que l'on a choisi des bases, donc des bases B et B'. Je vais le mettre comme ça parce que je me suis rendu compte que vous ne voyez pas le côté droit. Voilà. Donc voilà pour ceci. Alors évidemment, ce qu'il convient de faire au départ, c'est déjà de construire des exemples. Alors allons-y, c'est parti pour les exemples. On va commencer, si ça ne vous dérange pas, par un exemple bien facile, bien naïf, mais au moins compréhensible. Exemple 1. Exemple 1, on travaille avec dans le rôle de E, l'espace R2, et dans le rôle de F, l'espace R2. On considère comme application F la projection orthogonale sur l'axe des X, donc projection sur OX, on est entre nous, parallèlement à OY, c'est-à-dire c'est l'application qui, concrètement, a un vecteur V, va associer entre nous son projeté orthogonal, ici, voilà ce que va être f de V, son projeté orthogonal sur l'axe OX.
Cette application est une application linéaire, vous le savez, et puis on va considérer des bases pour E et pour F, qui est le même espace vectoriel R2. Et dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir pour base B, la même que la base B', on a le droit de le faire ici parce que E et F sont égaux, hein, encore une fois, et on va vraiment simplifier la tâche, on va prendre la base canonique de R2, c'est-à-dire celle qui est constituée des vecteurs E1, de coordonnées 1, 0, hein, comme vous le savez, et E2, de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire ce qui correspond à votre I et votre J usuel. Donc voilà le vecteur E1, voilà le vecteur E2, et ce sont ces deux premiers vecteurs que l'on considère. Dans ce contexte, la matrice de F dans les bases B et B', alors ici, B et B' sont les mêmes, donc on peut écrire B, B. Alors ça marche un peu comme pour les endomorphismes, vous voyez, quand on répète deux fois la même lettre, on peut la supprimer, en supprimer une, et écrire simplement la matrice de F dans la base B. Ça, sous-entendu, ça veut dire qu'on prend la même base au départ et à l'arrivée. Bon, pour l'instant, je vais laisser ceci. Eh bien, on l'obtient de la manière suivante. Donc, en vertu de ce que je vous disais tout à l'heure, on calcule les images par F des vecteurs E1 et E2. Donc, on va calculer F de E1, F de E2, et on va exprimer leurs coordonnées dans quelle base? Eh bien, dans la base B, puisqu'on a pris pour B' la même base que la base B. L'image de E1 par cette application, c'est quoi? Évidemment, c'est E1 lui-même. C'est bon, je pense que géométriquement, vous comprenez à peu près ce qui se passe. E1, il est invariant par la projection sur OX. Donc, du coup, l'image de E1, c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2. Du coup, la première colonne va être remplie de cette manière. La deuxième colonne va être remplie comment? F de E2, l'image de E2 par cette projection, c'est évidemment le vecteur nul. Donc, la deuxième colonne, c'est la colonne 0, 0. Et donc, ceci, c'est la matrice de F dans les bases B et B', alors avec ici donc B et B' qui sont égales et qui sont toutes les deux égales à la base canonique de R2. Bon, alors maintenant, voilà, ok, d'accord, c'est bon, on est bien content, on a compris comment associer à une application linéaire donc une matrice dans des bases choisies, mais cette matrice ne va pas être unique parce que précisément, elle est relative au choix des bases que vous avez fait. Donc, explicitement, pour vraiment illustrer ça, on va choisir une autre base de R2. Donc, prenons par exemple pour base de R2. Donc, prenons à présent B', qui est la base constituée des vecteurs qu'on va appeler V1 et V2. Je laisse planer le mystère sur ce que vont être ces vecteurs V1 et V2, avec dans le rôle du vecteur V1, le vecteur E1 plus E2, et dans le rôle du vecteur V2, le vecteur, qu'est-ce qu'on va prendre? Moins E1 plus E2. Alors, qu'est-ce que sont ces machins-là? Bon, alors, enfin, voilà, on va faire un petit dessin, parce que ça ira mieux quand même en faisant un petit dessin. Donc, on travaille dans le plan, dans R2, vous avez vos deux vecteurs E1 et E2. Donc, le premier vecteur, je vais essayer de trouver une autre couleur, voilà. Le premier vecteur, donc V1, c'est le vecteur E1 plus E2, voilà le vecteur V1. Et le deuxième vecteur, V2, donc je vais essayer de le faire à peu près correctement, je ne garantis rien, donc c'est moins E1, donc on arrive ici, plus E2, donc du coup, ça nous donne ce vecteur-là, voilà le vecteur V2. A priori, il doit être orthogonal, c'est pas tout à fait le cas, vous connaissez les capacités à faire des dessins corrects. Bref. Donc, évidemment, pour des raisons évidentes, B' est une base de R2. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est, à partir de ceci, on peut faire plein de choses marrantes. On peut écrire la matrice de F dans les bases B' et B, par exemple. Alors, la matrice de F dans les bases B' et B, ça veut dire que c'est la base B' que l'on choisit au départ, la base B que l'on choisit à l'arrivée. Et du coup, si on veut écrire la matrice de F dans ces bases-là, ce que l'on doit écrire, c'est les images par F des vecteurs de B', c'est-à-dire F de V1, F de V2, et ces images-là, on doit écrire leurs coordonnées dans quelle base? Dans la base B,
c'est-à-dire en fonction de E1 et de E2. Alors j'ai pris cet exemple-là et cet ordre-là pour les bases parce que c'est là où c'est le plus simple. Évidemment, alors je vous rappelle, hein, notre application F, c'est la projection orthogonale sur l'axe des X. Du coup, l'image du vecteur V1, bah, ça va être E1 simplement. Donc de nouveau, la matrice ici, la première colonne, ça va être 1, 0. L'image de V1, c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2. L'image du vecteur V2, bah, l'image du vecteur V2, alors quand vous le projetez, bah, cette fois-ci, vous obtenez moins le vecteur E1. Autrement dit, f de V2, c'est moins 1 fois le vecteur E1 plus 0 fois le vecteur E2. D'accord? Donc voilà la matrice de f dans les bases B' et B. Alors observez que c'est la même application, je suis désolé de cette remarque niveau 0, mais c'est la même application f, néanmoins, la matrice qu'on lui a associée n'est pas la même. Alors elles vont avoir des propriétés communes, hein, ces matrices, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes. Donc on ne pourra pas parler de la matrice associée à une application linéaire, parce que la matrice, il y a unicité de cette matrice que si on travaille avec des bases données. Dès lors qu'on a le droit de changer les bases, on n'a plus unicité de la matrice, précisément. Bon, et puis, bon voilà, alors après on peut imaginer hein, toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez aussi écrire la matrice de F dans la base B' et B', dans la base B et B'. Enfin voilà, tout est envisageable. Bon, donc voilà pour ce premier exemple d'illustration. Et je voulais vous donner celui-là parce que il est susceptible d'être illustré par des petits dessins et qu'on voit bah, clairement apparaître le truc essentiel, c'est que le S du titre dans matrice d'une application linéaire est indispensable. Deuxième exemple pour vous donner un exemple cette fois-ci où on travaille avec un espace vectoriel au départ et à l'arrivée qui ne sont pas les mêmes. On considère l'application qui va de R2 de X dans R3 et qui a un polynôme P va associer le triplet de réel correspondant à ces valeurs en 0, en 1, en 2. Donc, ce qui joue le rôle de ici, bah, c'est R2 de X. Ce qui joue le rôle de F, c'est R3. On va choisir une base pour E, qui va être la base canonique dans un premier temps. Donc, on va prendre la base qui est la base donc, constituée de 1, x et x carré. Pour la base B', qui est la base de F, bah, cette fois-ci, on va prendre celle constituée des trois vecteurs E1, E2, E3, votre IJK quand vous travaillez en SI. Dans ce contexte-là, la matrice de F dans les bases B et B', c'est la matrice qui est obtenue de la manière suivante. Ce que l'on va écrire en colonne, ce sont les images par F des vecteurs de la base canonique, de la base de E que l'on a choisi, donc F de 1, F de X, F de X carré, et on va écrire ces images dans la base B' que l'on a choisie, dans la base canonique de R3, c'est-à-dire on va les écrire en fonction de E1, E2, E3. Du coup, bon, bah, allons-y pour la première colonne. Donc l'image du polynôme constant égale à 1, bah, l'image du polynôme constant égale à 1, c'est évidemment le vecteur dont les coordonnées sont dans la base canonique 1, 1, 1. L'image du polynôme x, ça va être le triplet constitué de la valeur en 0 de ce polynôme, de la valeur en 1 de ce polynôme, de la valeur en 2 de ce polynôme. Donc ça va être le triplet 0, 1, 2. L'image de x carré, ça va, vous avez suivi cette fois-ci 0, 1, 4. D'accord? On écrit à chaque fois les coordonnées dans la base canonique de R3 des images des polynômes 1, x et x carré. D'accord? Donc voilà pour la matrice de F dans les bases B et B'. Alors observez qu'il y a une base un peu plus adaptée à la situation, c'est-à-dire que la base canonique de R2, bon bah ça va, c'est la plus simple, c'est pour ça qu'on l'appelle canonique d'ailleurs, mais il y en a d'autres. Donc typiquement, une autre base que vous connaissez bien et qui serait un peu mieux adaptée à la situation, c'est une base que je vais appeler autrement du coup bah, B seconde, puisque B et B' c'est déjà pris, et celle constituée des polynômes interpolateurs de Lagrange associés au scalaire, enfin au réel 0, 1, 2, donc L0, L1, L2, donc avec L0, le polynôme de degré 2, l'unique polynôme de degré 2 qui vaut 1 en 0, qui vaut 0 en 1, 0 en 2, bon,
habitués à cette construction. Et en fait, dans ce contexte-là, en fait, la matrice de F va être plus simple en choisissant cette base au départ, c'est-à-dire on va écrire la matrice de F en prenant comme base de l'espace vectoriel R de X, non plus B, mais cette base-là, B second, et en prenant à l'arrivée, toujours, la base canonique de R3, là par contre on va pas changer. Cette fois-ci, ce que l'on va écrire en colonne, ce sont donc les images par F, des polynômes qui sont dans la base B second, F de L0, F de L1, F de L2, et ces images qu'on va écrire dans la base canonique de R3. F de L0, c'est le triplet de réel constitué de la valeur en 0 du polynôme L0, de sa valeur en 1, de sa valeur en 2, par construction des polynômes interpolateurs de Lagrange. Eh bien, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. De coordonnées 1, 0, 0 dans la base, évidemment, canonique de R3, E1, E2, E3. F de L1, de la même manière, c'est donc la valeur de L1 en 0, la valeur de L1 en 1, la valeur de L1 en 2, donc c'est 0, 1, 2. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Le polynôme L1 prend la valeur 1 en 1 et s'annule en 0 et en 2. Le dernier, L2 prend la valeur 1 en 2 et s'annule en 0 et en 1. Et donc, ceci est la matrice de l'application F dans les bases B seconde et B'. De nouveau, même observation que tout à l'heure. C'est la même application F, mais la matrice est différente. Pourquoi? Parce que les bases choisies, au départ et à l'arrivée, ne sont pas les mêmes, dans un cas et dans l'autre. D'accord? Alors, une toute petite remarque, par contre, allez, pour anticiper un tout petit peu sur la suite des événements, il est clair que cette matrice-là est inversible. Ah ouais, ok, d'accord, ça va, c'est l'identité. C'est un tout petit peu moins clair ici. Oh, c'est pas très compliqué, mais enfin, il faut le justifier. Bon. Tandis que là, il n'y a pas à le justifier, on le sait déjà, c'est une propriété, la matrice identité, elle est inversible. Et le fait que la matrice soit inversible, le fait que la matrice de F soit inversible, ça signifiera que F est un isomorphisme entre l'espace vectoriel de départ et l'espace vectoriel d'arrivée. En clair, quand on a obtenu une matrice comme celle-ci, on peut sauter de joie parce qu'on a fait d'une pierre deux coups, on a écrit la matrice et en plus on a prouvé que F est un isomorphisme. Alors ça, c'est ce qu'on verra dans la suite des événements, sans doute dans le second volet de ce cours consacré aux matrices associées à une application linéaire. Donc voilà pour cet exemple-là. Comme c'est une notion qu'il est particulièrement importante que vous ayez comprise pour la suite du cours d'algèbre linéaire, aussi bien celui de cette année que celui de l'an prochain. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire un troisième exemple, qui est l'exemple de l'application qu'on va appeler T comme ceci, T comme transposé, qui va de M2 de R dans M2 de R, et qui a une matrice A associée à transposée, évidemment, comme vous vous en seriez douté. On va choisir comme base B et B', on va prendre la même base au départ et à l'arrivée, encore, on peut se le permettre, puisque donc, T est un endomorphisme, naturellement, et on choisit comme base la base canonique, donc constituée des matrices élémentaires E11, E12, E21, E22, et puis, donc, ce qu'on va écrire, c'est donc la matrice de l'application T dans les bases B et B'. Alors cette fois-ci, je mets en application la remarque que je vous faisais tout à l'heure. Lorsque la base que l'on choisit au départ est la même que celle d'arrivée, on peut écrire une seule fois cette base. Donc ceci, M indice B de T, c'est la matrice de l'application T qui est au-dessus, dans la base B au départ et à l'arrivée. Et donc cette matrice-là, ça va être une matrice à 4 lignes et 4 colonnes, puisque l'espace vectoriel M de 2R est un espace vectoriel de dimension 4. Et comment vont être obtenues ces colonnes? Ces colonnes vont être obtenues donc, en écrivant en colonne les images donc, de la transposée de E11, de la transposée de E12, de la transposée de E21 et de la transposée de E22 en fonction de E11, E12, E21 et E22. Alors évidemment, la transposée de E1 est symétrique, donc la transposée c'est elle-même, donc c'est une fois E1 plus 0 fois les autres, donc c'est 1, 0, 0,
0. La transposée de E de 2, elle aussi, elle est symétrique, donc du coup, c'est E de 2 elle-même, donc c'est 0 fois chacune des précédentes, plus une fois E de 2. La transposée de E1,2, bon ben voilà, E1,2, vous savez ce que c'est, donc 0, 1, 0, 0. Quand vous prenez sa transposée, c'est 0, 0, 1, 0, c'est-à-dire c'est E de 1, du coup, c'est une fois E de 1 et 0 fois les autres. Et pour la transposée de E de 1, c'est la même chose dans l'autre sens. 0, 1, 0, 0. Et voilà donc la matrice de l'application T, de l'application qui est l'endomorphisme de transposition dans M2R. Voilà sa matrice, donc avec la base canonique au départ et à l'arrivée. Alors juste une observation comme ça, cette matrice-là, on va appeler A parce que c'est un peu moins lourd que d'écrire MT de B, eh bien, elle vérifie le fait que A carré, c'est l'identité. C'est une vérification sans difficulté, et puis dans quelques temps, vous le saurez, parce que ça, c'est une matrice particulière qu'on appelle une matrice de permutation. Bref, en tout cas, A au carré, c'est la matrice identité, et ceci, le fait que le carré de cette matrice soit l'identité, alors ça va refléter autre chose, alors ça aussi, on en parlera dans le prochain cours, ça va refléter le fait que l'application T, eh bien, l'application T, c'est une involution. C'est-à-dire que quand on compose T avec elle-même, on obtient l'identité de M2 de R. Et il va y avoir un lien, évidemment, entre les deux. C'est-à-dire que ça fait 2 fois que je vous fais ce type de parallèle. En fait, pour prendre un peu de recul sur la suite des événements, les propriétés d'une application linéaire vont se traduire par des propriétés correspondantes sur la matrice qu'on lui associe dans des bases données. Et réciproquement, si la matrice d'une application linéaire dans des bases données possède certaines propriétés, ça signifiera quelque chose pour l'application linéaire correspondante. Donc voilà pour cet exemple-là. Et puis quand même, je voulais vous donner un dernier exemple, un exemple où parce que j'en ai pas fait jusqu'à présent, où l'espace vectoriel de départ n'est pas de même dimension que l'espace vectoriel d'arrivée, parce que sinon vous allez croire que la matrice d'une application linéaire est toujours carrée, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, dernier exemple, donc l'exemple 4. On considère l'application f qui va de K3 de x, histoire de changer, dans K2 de x, et qui est l'opérateur de dérivation, simplement. À P, on associe P'. Et on choisit, alors vous voyez, cette fois-ci, on est obligé de prendre des bases différentes, parce que les espaces vectoriels sont différents au départ à l'arrivée. Pour B, on va choisir la base canonique de K3 de x, 1x, x2, x3. Pour B', on va choisir la base canonique de K2 de x, cette fois-ci, 1x, x2. Et donc, ce que l'on va pouvoir écrire, c'est la matrice de f dans les bases B et B'. Et cette matrice va être une matrice, alors je vous laisse un tout petit peu réfléchir, 5 secondes, pour savoir combien elle va avoir de lignes, combien elle va avoir de colonnes. 5. Elle va avoir 4 colonnes, parce que ce que l'on va écrire en colonne, ce sont les images par f, les coordonnées des images par f, des vecteurs de la base B. C'est-à-dire on va écrire en colonne f de 1, f de x, f de x2, f de x3. Donc il y aura 4 colonnes. Puis il y aura 3 lignes, parce qu'on va écrire les coordonnées de chacun de ces vecteurs dans la base B', c'est-à-dire en fonction de 1x et x carré. Explicitement, allons-y, donc c'est parti pour nos 4 colonnes et pour nos 3 lignes. On écrit en colonne f de 1, f de x, f de x carré, f de x cube, en fonction de 1, x et x carré. Et donc, alors évidemment, l'image de 1, c'est le polynôme nul, naturellement. L'image de x, c'est le polynôme constant égal à 1, donc c'est 1 fois 1 plus 0 fois les précédents. L'image de x2, c'est 2x, donc c'est 0 fois 1 plus 2 fois x plus 0 fois x carré. L'image de x3, 0, 0, 3. 3x carré plus 0 fois x plus 0 fois 1.
Donc voilà pour la matrice de l'application F dans les bases B et B'. Donc c'est une matrice, hein, j'insiste, même si c'est un peu, je suis désolé, c'est naïf hein, comme remarque, mais donc c'est une matrice qui est dans M3, 4 de K, c'est-à-dire qui a 3 lignes et 4 colonnes. Pourquoi 3 lignes et 4 colonnes? 3 lignes parce que l'espace d'arrivée est de dimension 3, 4 colonnes parce que l'espace de départ est de dimension 4. Donc voilà déjà pour ceci. C'est donc voilà la définition d'une matrice associée à une application linéaire. Retenez bien le principe de construction. Bon, il y a suffisamment d'exemples ici, et puis je vous en donnerai d'autres à faire par ailleurs. Retenez aussi que le S dans le titre, matrice d'une application linéaire, se justifie par le fait qu'il n'y a pas unicité d'une telle matrice. Quand on a une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, on pourra lui associer une matrice à partir du moment où on a fait le choix d'une base pour l'espace vectoriel de départ et d'une base pour l'espace vectoriel d'arrivée. Et si on change ces bases, si on fait un autre choix, alors on aura une matrice différente. D'accord? Donc il n'y a pas unicité. D'accord? Donc on ne peut pas parler de la matrice d'une application linéaire tout court. Il faut bien préciser dans quelle base on travaille. Donc voilà pour ceci. Et puis, bon, alors, évidemment, cette matrice, elle a des propriétés. On va commencer peut-être par la plus simple pour aujourd'hui, et puis mettons qu'on achèvera cette introduction sur cette propriété. Une propriété quand même bien remarquable, c'est que, donc, alors, on va reprendre les mêmes notations et mêmes hypothèses que précédemment sur E et F, donc F, deux dimensions finies, la dimension de E est égale à P, etc. etc. Donc on reprend les mêmes hypothèses et notations que dans la définition de matrice d'une application linéaire associée à, à une application linéaire F. Je vous rappelle donc que F, ça je le rappelle quand même pour qu'on sache de qui on parle, est une application linéaire qui va de grand E dans grand F, on dispose de bases B et B', donc pour E et pour F respectivement. Bref. Et la propriété raconte la chose suivante. Soit grand V, un vecteur de E quelconque. Ce vecteur-là, il va avoir des coordonnées dans la base de E que l'on a choisie. Donc, notons X indice B, qui est donc le PU-play des coordonnées du vecteur grand V dans la base B. D'accord? Le vecteur V est un vecteur de E. E, on en a choisi une base, B, dont on a noté les vecteurs à l'intérieur V1 jusqu'à Vp. Tout vecteur de E va admettre des coordonnées, un unique PU-play de coordonnées dans cette base. Cet unique PU-play, on note XB pour le vecteur grand V. F de V. F de V, l'image du vecteur V par F, ça va être un vecteur de grand F. Donc lui, cette fois-ci, il va avoir des coordonnées dans la base B'. Eh bien, on va noter encore Y indice B', donc de Y1 jusqu'à YN cette fois-ci, le NUplay des coordonnées de F de V dans la base B'. Alors, il faut essayer de ne pas s'y perdre. Hein. Le vecteur F de V, c'est un vecteur qui est dans grand F cette fois-ci. Donc, puisqu'il est dans grand F et que grand F est de dimension n, le vecteur, donc F de V, a des coordonnées dans la base B' que l'on avait choisie, qui était constituée de vecteurs qu'on avait appelés W1 jusqu'à Wn. Bon. Eh bien, alors, avec tout ça, en fait, ce que raconte la propriété, alors une fois qu'on a mis toutes les hypothèses, et là on en a mis la moitié, hein. Bon, enfin bref, c'est que justement, le NUplay de ces coordonnées, YB', eh bien on l'obtient en faisant le produit de la matrice de F dans les bases B et B' par XB.
voilà pour cette propriété. Que signifie-t-elle finalement, cette propriété? Cette propriété, elle vous dit que pour calculer l'image d'un vecteur par une application linéaire, eh ben en fait, on peut le faire à l'aide de la matrice de l'application linéaire f, et les coordonnées de l'image, ça c'est les coordonnées de f de v, on les obtient en faisant le produit de la matrice de f, dans les bases v et v', par le PU-play des coordonnées de v. D'accord? Cette relation matricielle va traduire le fait que ce que l'on calcule avec le produit qui est à gauche, finalement, c'est les coordonnées de f de v. Les coordonnées de f de v sont données par ce produit-là. D'accord? Donc, on va le prouver parce que c'est un exercice pas trop dur d'algèbre linéaire et puis assez classique, disons. Puis voilà, on va pas, comment dire, faire toutes les preuves du même type, mais une comme celle-ci, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Alors, preuve de ceci. Alors, en fait, pour faire cette preuve, il faut tout d'abord se demander ce qu'on a à prouver. YB', c'est quoi? YB', c'est un NUplet de scalaire. C'est un vecteur de Kn, si vous voulez. Et qui doit donc être égal à celui-ci. Donc, ce que l'on doit montrer ici, c'est l'égalité entre deux vecteurs de Kn. Pour montrer l'égalité entre deux vecteurs de Kn, on doit montrer que leurs coordonnées sont 2 à 2 égales. C'est-à-dire que ce que l'on doit prouver, cette condition-là, c'est la conclusion de la propriété que je vais appeler étoile, c'est équivalent à dire que, quelle que soit la coordonnée que l'on choisisse, quel que soit i compris entre 1 et n, la coordonnée yi, c'est-à-dire la i-ème coordonnée du vecteur de gauche, est égale à la i-ème coordonnée du vecteur de droite. Ouais, mais la i-ème coordonnée du vecteur de droite, c'est quoi? C'est le produit d'une matrice par un vecteur. C'est le produit d'une matrice qui est une matrice avec des coefficients aij à l'intérieur, avec n lignes et p colonnes, donc A11 ici, AN1 en bas, A1n, je vais y arriver. A1p, ce sera mieux. ANP, d'une manière générale AIJ, et puis multiplié par xb, qui est le vecteur qui a pour coordonnée x1 jusqu'à xp. La i-ème coordonnée du vecteur produit, la i-ème coordonnée du vecteur qui est à droite, c'est ce que l'on obtient quand on fait le produit scalaire de la i-ème ligne de cette matrice par le vecteur qui a pour coordonnée x1, xp. En clair, en plus explicite, disons, on doit prouver que yi, c'est égal à la somme pour j allant de 1 jusqu'à p des aij multipliés par xj. Ce que l'on traduit ici, c'est juste que l'égalité étoile signifie que les deux vecteurs à gauche et à droite ont leurs coordonnées 2 à 2 égales, et dire que leurs coordonnées sont 2 à 2 égales, la coordonnée de gauche, elle est facile à écrire, la coordonnée de droite, il faut se rappeler simplement de la formule qui donne le produit de deux matrices avec, dans le rôle de la matrice de gauche, une matrice à n lignes et p colonnes, et dans le rôle de la matrice de droite, une matrice avec une seule colonne. Donc voilà pour ceci. Voilà ce que l'on doit prouver. Alors voilà ce que l'on doit prouver avec quoi? Alors avec tous les ingrédients qui vont bien. Alors, je vous rappelle, par hypothèse. Par hypothèse, quoi? Par hypothèse, il y a tout un tas de trucs. C'est toutes les hypothèses que l'on a écrites et puis celles qu'on avait résumées en disant c'est les mêmes que précédemment. Bon, alors tout d'abord, par hypothèse, on a grand V qui est un vecteur de E. Et ce vecteur grand V, déjà, premièrement, il a des coordonnées dans la base B. Donc le vecteur V, il s'écrit comme la somme pour la somme pour J, psychologiquement ce sera mieux, allant de 1 jusqu'à P, des xj fois le vecteur vj. Donc ça, c'est on traduit juste le fait que les xj représentent les coordonnées du vecteur dont on part dans la base B.
Qu'est-ce que l'on a d'autre? Les YI, par définition, c'est quoi? Les YI, ce sont les coordonnées de f de v dans la base W1, Wn. Donc, f de v, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n je vais y arriver, YI multiplié par WI. Est-ce que c'est tout ce qu'on a? Non, il y a aussi les AIJ qui interviennent dans cette relation. Et les AIJ sont caractérisés par quoi? Alors, vous vous souvenez, ça c'est la définition de matrice d'une application linéaire. Alors, c'est peut-être le seul endroit où on a besoin de cette fameuse définition. Donc, les AIJ sont caractérisés par le fait que, quelle que soit la colonne que l'on choisisse, quel que soit J compris entre 1 et P, F de VJ, c'est-à-dire, c'est ce qu'on traduit quand on dit que la matrice d'une application linéaire, on l'obtient en écrivant en colonne les coordonnées de f de v1, f de, etc. Donc, f de vj, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à p des a, i, j multipliés par de 1 jusqu'à n, pardon, des a, i, j multipliés par w. Donc voilà tout ce que l'on a comme ingrédient. Voilà tout ce que l'on a. Et donc, il faut arriver à prouver que YI est égal à cette somme-là. Alors comment on le fait? Vous allez voir, en fait, c'est très simple. On va appeler ces relations 1, 2 et 3. Attends, on va aller chercher mon feu, que j'arrive. Et donc, on va utiliser tout d'abord la relation numéro 1. Après 1, l'image du vecteur V dans l'application F, donc c'est F de la somme pour J allant de 1 jusqu'à P des XJ fois VJ. Mais l'application F, n'oubliez pas, c'est une application qui est linéaire. Donc du coup, ceci, F de la somme, ça devient la somme pour J allant de 1 jusqu'à P des XJ multiplié par F de VJ. Donc, ce qui autorise à passer d'ici à ici, c'est juste la linéarité de f. Ensuite, on utilise la relation 3. Donc, d'après la relation 3, le vecteur f de vj qui apparaît dans cette somme-là peut être remplacé par la somme qui est donnée dans la relation 3. Donc, ça devient la somme pour j allant de 1 jusqu'à p des xj multiplié par la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des AIJ WI. Arrivé à cet endroit-là, on peut faire deux choses. La première chose que l'on peut faire, c'est que IJ étant indépendant de I, ça c'est très puissant comme remarque, on peut le faire rentrer dans la somme. Du coup, on récupère une somme double. La somme pour J allant de 1 à P, de la somme pour I allant de 1 à N, des XJ fois IJ W. Et puisque ces deux sommes portent sur des indices qui sont indépendants l'un de l'autre, J varie de 1 jusqu'à P, I varie de 1 jusqu'à N, ce qu'on fait c'est une somme rectangulaire, c'est une somme double mais une somme rectangulaire, on peut permuter l'ordre des sigmas, on peut permuter l'ordre des sommes. C'est-à-dire qu'on peut réécrire ceci comme la somme pour I allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour J allant de 1 jusqu'à P, des XJ fois AIJ multiplié par WI. Cette somme double, très judicieusement, on peut, tout dépend de l'encadrer, parce que c'est très encourageant d'être arrivé ici, et puis deuxièmement, la réécrire avec une parenthèse à cet endroit-là. Et ce que raconte cette relation, où on a exprimé f de v en fonction des vecteurs W1 jusqu'à Wn, c'est que les coefficients qui sont devant chacun des vecteurs W1 jusqu'à Wn, c'est pas n'importe quoi. Ce sont les coordonnées de f de v dans la base W1, Wn, dans la base B'. Du coup, par unicité des coordonnées du vecteur f de v dans la base B', en comparant avec 2, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient que la ième coordonnée de f de v dans la base W1, Wn, c'est ceci, la somme pour j allant de 1 à p des xj à ij, mais la ième coordonnée dans la base W1, Wn du vecteur f de v, c'est aussi yi, d'après ce que l'on a supposé au départ.
Donc du coup, par unicité des coordonnées du vecteur f de v dans la base b', on en déduit que yi, c'est égal à ceci. Donc par unicité des coordonnées, etc., on en déduit yi est égal à la somme pour j allant de 1 jusqu'à p des xj fois aij. Et xj fois aij. D'accord? Et ceci est valable évidemment alors pour tout i compris entre 1 et n, hein, naturellement, je ne l'ai pas mis mais le cœur y est. Et donc en prouvant ceci, on a prouvé ce que l'on souhaitait établir et qui traduit exactement le fait que étoile, c'est-à-dire yb', le n-uplet des coordonnées de f de v dans la base b', on l'obtient en faisant le produit de la matrice f yb', c'est égal au produit de la matrice f dans les bases b' par xb. D'accord? Donc voilà pour cette propriété qui est une propriété déjà qui sert à qui pourrait servir à dire, bah voilà, la matrice de l'application linéaire, bah, elle peut servir à ça, elle peut servir à ça, elle peut servir à calculer des images. Alors, exemple d'application, pour terminer quand même, un exemple d'application, ce sera plus facile de comprendre encore une fois comment ça marche, une fois qu'on l'aura illustré par un exemple. Je vous propose de prendre un exemple pas trop naïf, parce que vous pouvez vous entraîner à le faire avec les projections, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure, là, avec les premiers exemples dans R2. Là, je vous propose qu'on prenne quelque chose d'un peu plus rigolo. Par exemple, on considère, donc, exemple d'application, hein, on considère l'application F qui va de R2 de X dans R2 de X, et qui a un polynôme P va associer P de x plus 1, c'est-à-dire le polynôme obtenu en faisant un changement de variable à l'intérieur, en quelque sorte, c'est-à-dire en remplaçant tous les x par des x plus 1, formellement. F est une application linéaire, triviale, à vérifier. Donc c'est un endomorphisme de R2 de x, du coup on va pouvoir écrire dans sa matrice, une fois qu'on aura choisi des bases. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne comme base la même base au départ et à l'arrivée, la base canonique de R2 de x. Et puis ce que je vous propose de faire, c'est de calculer l'image d'un polynôme de deux manières, soit directement, soit à l'aide de la matrice. Et je vous propose de calculer l'image du polynôme P, qui est le polynôme 2x carré moins 5x plus 3, par exemple. Alors, calculons f de P. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est la manière naïve, f de P. F de P, c'est quoi? F de P, c'est f de tout ça. F de 2x carré moins 5x plus 3. Et puis donc, d'après ce que je vous ai donné là comme définition pour cette application, c'est que ce polynôme-là, vous l'obtenez, donc cette image, vous l'obtenez en remplaçant tous les x par des x plus 1. Donc ça fait 2x plus 1 au carré, moins 5 fois x plus 1, plus 3. Et puis donc, bon, alors voilà, vous développez tout ça, bon, je pense que ça vous pose pas trop de problème, donc vous allez avoir 2x carré, d'une part, des x, on va en avoir 4 en tout avec ça, moins 5 avec ce qui est derrière, donc ça fait moins 1, moins x, des termes constants, on va avoir 2, moins 5, plus 3, ce qui nous fait environ 0. Donc f de p, c'est égal à 2x carré moins x. D'accord? Donc, voilà pour ceci. Ok? Deuxième manière de calculer cette image, on peut calculer l'image donc à partir de la propriété précédente, et donc l'objectif de cet exemple, c'est juste, on est bien d'accord, d'illustrer la propriété précédente. On peut écrire la matrice de f dans les bases b, b', oui, mais enfin, voilà, ici on a pris deux fois la même, on a pris la base canonique, donc on va écrire, alors vous vous souvenez, hein, ce qu'on fait, on écrit en colonne les coordonnées de f de 1, f de x, f de x carré en fonction de 1, x et x carré. Hop, x carré. Le polynôme 1, son image par f, si vous faites le changement de variable x donne x plus 1 dans le polynôme constant égal à 1, ça ne va pas changer grand-chose, ça va toujours rester le même polynôme. Du coup, l'image de 1, c'est le polynôme 1, constant égal à 1, 1, 0, 0. L'image du polynôme x, ça va être le polynôme x plus 1, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 1 fois x plus 0 fois x2.
l'image du polynôme x carré, ça va être x plus 1 le tout au carré, donc vous développez et ça vous donne 1 plus 2x plus x carré. Donc voilà pour la matrice de f dans la base canonique au départ et à l'arrivée. Avec ceci, si on veut, comment dire, illustrer, enfin reprendre les notations de la propriété. Donc le polynôme p, dont on veut calculer l'image, dont on a déjà calculé l'image, mais dont on veut calculer l'image à l'aide de la formule, c'est le polynôme donc, qui est 2x carré moins 5x plus 3. Ce qui correspond au xb de la formule, c'est le triplet des coordonnées de ce polynôme dans la base canonique, attention à l'ordre, 1x, x carré. Donc du coup, c'est le polynôme, c'est le polynôme, n'importe quoi, c'est le triplet de réel, 3 moins 5, 2. Ce qui correspond à yb', c'est le triplet des coordonnées de f de p dans la base canonique. D'accord? Et ce qu'on va calculer, c'est yb' à l'aide de la propriété. Donc après la propriété dit que yb' c'est égal à la matrice de f dans la base b multipliée par xb. C'est-à-dire que yb' c'est égal à la matrice 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1 multiplié par xb qui est donc 3, moins 5, 2. Alors on va faire ce produit et puis croiser les doigts bien fort pour que ça nous donne un résultat cohérent avec ce qui précède. Bon, alors voilà, première coordonnée, donc 3 moins 5 plus 2, ça fait 0. Ouf. Deuxième coordonnée, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Ouf. 0 fois 3 plus 0 fois moins 5 plus 1 fois 2, ça nous fait 2. Ouf. YB', voilà ce qu'est YB'. YB', c'est donc égal à f de p. C'est égal à f de p. D'accord? Alors non, en fait, non, surtout pas, c'est surtout pas égal à f de p. Attention, il y a une grosse erreur, un gros abus d'écriture. C'est même plus un abus d'écriture, c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas commettre ici. C'est que ce que l'on a calculé, ce n'est pas f de p. Ce que l'on a calculé, ce sont les coordonnées de f de p dans la base canonique. En clair, f de p, c'est quoi? F de p, c'est un polynôme. Un polynôme, c'est pas un triplet de réel. Donc faites bien attention, hein, il y a une confusion à ne pas commettre ici. Ce qu'on a obtenu, 0, moins 1, 2, ce n'est pas f de p, c'est le triplet des coordonnées de f de p dans la base canonique 1, x, x carré. En clair, à partir d'ici, on sait que le 0 qui est ici, c'est la coordonnée devant 1 dans f de p, le moins 1 qui est ici, c'est la coordonnée devant x, le 2 qui est ici, c'est la coordonnée devant x carré. Une fois arrivé à cet endroit, en clair, on peut conclure que f de p, c'est égal à 2 fois x2, plus moins 1 fois x, donc moins x, plus 0 fois 1, et ouf, alléluia, on a bien un résultat qui est cohérent avec ce que l'on avait obtenu précédemment. Donc, cet exemple-là, il n'est pas fait pour vous convaincre qu'à chaque fois qu'on vous demande de calculer une image, il faut utiliser une matrice d'une application linéaire. Vous voyez, c'est complètement idiot. Sur cet exemple-là, ça va beaucoup plus vite de calculer f de p directement que d'aller sortir la matrice, le xb, le yb', et puis enfin, à la fin, il ne faut pas confondre le triplet des coordonnées avec le polynôme. Non, c'est pas ça. En fait, ce que je vous raconte ici, c'est que la matrice de f, donc dans des bases b et b', elle sert à calculer des images. Ça sert surtout théoriquement lorsque on a par exemple des espaces vectoriels qui sont plus R2 de x mais qui sont Rn de x. Et pour le coup, c'est quand même, ça peut être beaucoup plus lourd de faire les calculs explicitement. Ça va servir ensuite en théorie pour faire le lien, le fameux lien dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux lien entre les propriétés d'une matrice d'un côté et les propriétés de l'application linéaire correspondante de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce premier cours sur la matrice d'une application linéaire, sur les matrices associées à une application linéaire. Ce qu'il faut que vous reteniez à l'issue de ce cours, c'est la définition, non, pas la définition, la construction de la matrice associée à une application linéaire, c'est-à-dire concrètement, quand on vous donne tous les ingrédients, donc les espaces vectoriels, l'application linéaire, les bases au départ et à l'arrivée, il faut que vous sachiez construire ça. Ça, c'est très important, d'accord? Savoir construire explicitement la matrice de f dans les bases b et b'. Et puis après, finalement, entraînez-vous sur les exemples qu'on a vus dans ce cours, entraînez-vous aussi sur les exemples que je vous ai donnés en exercice,
Vous pouvez commencer à retenir quand même la première propriété qu'on vient de voir ici, donc qui est que avec notre code de langage, YB' c'est égal à la matrice de f multipliée par XB. Donc voilà pour ce premier cours sur la matrice associée à une application linéaire, les matrices associées à une application linéaire. Pour la suite des événements, on verra donc le lien entre matrice d'un côté et application linéaire de l'autre. D'ici là, bon courage, travaillez bien et à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire. Au revoir.